À tous, je m'appelle Raïm Ladissi, donc moi je suis chez PwC. J'interviens depuis quelques années sur des sujets autour de la fintech, de la néobanque et de l'innovation de manière un peu plus globale. Très ravi de vous retrouver tous en présentiel, ça faisait longtemps, donc on est ravis, vous l'aurez compris. Et j'ai le plaisir du coup d'animer, de co-animer, de modérer cette table ronde autour d'un sujet qui reste important et passionnant, autour de la fidélité à tout prix, la fidélité client. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de commencer par un tour de table pour accueillir mes camarades autour de la table. Et ensuite, on vous annoncera le plan et puis on débattra sur un sujet, comme vous l'aurez compris, très passionnant. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, pour me présenter assez rapidement, moi je suis Damien Patureau, je suis le fondateur d'une solution qui s'appelle Feedly, qui est une solution de création de programmes de fidélité pour des TPE, PME et des villes également. On a une particularité, nous, c'est qu'on utilise la technologie blockchain, du coup, et je serais ravi d'en parler avec mes compères tout à l'heure. Voilà, en tout cas, très heureux de l'invitation et merci à tous. Bonjour à tous. Merci aussi pour l'invitation, je suis très heureux d'être là. Je m'appelle Reda Berry, je suis le fondateur et CEO de Club. Alors je partage une particularité avec Damien, c'est que nous aussi on est basé sur des sujets blockchain et crypto. Club, qu'est-ce que c'est? C'est un club privé d'investissement qui donne accès à ses membres uniquement sur invitation, un compte bancaire avec une carte de paiement et tous les services liés à avoir un compte de paiement, ainsi qu'une plateforme d'investissement qui donne accès à des produits d'investissement à haut risque et à haut rendement. Dedans, bien évidemment, on a de la crypto, de la DeFi, des investissements dans des startups en pré-seed, des produits un peu exotiques. La base en fait de notre modèle est basée sur un token qui s'appelle le KEY, qui est une crypto-monnaie, et qu'on appelle un loyalty token, et qui aligne les intérêts de tous les acteurs de Club, que ce soit les investisseurs, les employés et ses membres. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Hugues Mercier, donc je suis le directeur général d'Omax pour moi, qui est une filiale et une fintech créée par Crédit Mutuel Arkea, qui propose à ses clients un compte de paiement, une carte, du cashback, une conciergerie, énormément de choses, donc qui est basé sur un postulat assez simple qu'on essaie de mettre en œuvre, qui est que le banquier connaît énormément de choses de ses clients. À nous de lui apporter des services à valeur ajoutée pour créer de l'engagement, de la fidélité et du reward. Bonjour, Benoît Gruet, donc cofondateur de CDLK, une fintech qui s'est créée en 2013-2014 sur l'idée d'exploiter la donnée de paiement, de l'enrichir et de la rendre exploitable pour des nouveaux services innovants pour les émetteurs de cartes. Il y a plus de 70 millions de cartes bancaires en France, des milliards de transactions, peu ou pas exploitées, même s'il y a de nouveaux acteurs comme Omax qui sont positionnés sur ce sujet. Et donc nous, on accompagne les banques sur ce genre de cas d'usage, comme notamment le cashback dont nous sommes leaders sur le marché français. Merci à tous. Les présentations sont faites. Donc, ce qu'on vous propose en 3 temps, finalement, autour de ce sujet passionnant, c'est que d'abord que chacune des solutions différentes et intéressantes qu'on voit tous ici présente un peu les cas d'usage, des propositions de valeur pour adresser ces enjeux de la fidélité client qui sont divers et variés. Dans un second temps, on va voir finalement, on a entendu des technologies, quelques mots-clés autour de technologies plus ou moins différentes, de la blockchain, de l'analyse de données, de l'analyse comportementale. On va voir finalement comment ces technologies viennent disrupter le marché, apporter quelque chose sur la fidélité. Et enfin, on va essayer d'avoir des éléments un peu plus chiffrés, des impacts concrets de ces solutions sur le taux de fidélisation ou autres, par exemple, proposés par ces solutions. Donc, je vais peut-être me tourner vers Damien. Finalement, chez Feedly, quelle est la proposition de valeur de manière concrète sur la fidélité client, finalement? En fait, nous, on est parti d'un postulat qui est très, très simple, finalement, et qu'on a tous vécu et qu'on vit encore tous les jours. Du coup, c'est qu'on a tous beaucoup de cartes de fidélité aujourd'hui, et que sur toutes ces cartes de fidélité, c'est souvent inaudible et c'est souvent compliqué de pouvoir se positionner en tant que client auprès d'une marque. Et ça génère souvent beaucoup de frustration, beaucoup d'éléments négatifs qui peuvent du coup entacher l'expérience client en magasin ou avec la marque, tout simplement.
Donc nous, on est parti de ce postulat-là en disant, OK, il y a un vrai problème qu'il faut qu'on résolve. On avait de l'autre côté des commerçants, des TPE, PME globalement, qui avaient des outils de création de programmes de fidélité, mais qui n'étaient pas forcément adaptés à leurs besoins. Et on avait de l'autre côté du spectre, donc des utilisateurs, je vous en parlais, qui avaient cette frustration au niveau des programmes. On avait une techno qui s'appelle la technologie blockchain, et qui a vocation pour nous de permettre l'échange, le don de points et la conversion de points fidélité en protégeant tout notre écosystème. Donc on a d'un côté des commerçants, des franchises, des enseignes, on a même des villes qui ont fait des programmes de récompense, puisque nous, la fidélité pour nous, ça c'est pas uniquement le côté transactionnel, on a aussi ce côté récompense pour les villes. On crée des programmes de ville avec des monnaies locales notamment, où on fait de la subvention dirigée avec de la monnaie dirigée, qu'on réinjecte dans les commerçants locaux. Donc on veut être en plus très vertueux. Et donc on crée des schémas qui sont très vertueux, aussi bien pour les villes que pour les marques, où on permet à l'utilisateur de pouvoir centraliser toute sa feed, de pouvoir l'agréger évidemment et de pouvoir échanger, donner, convertir ses points fidélité. Alors on a une actu assez chargée dans les semaines à venir, puisque on rebrande Feedly et on a racheté une solution de paiement qui s'appelle Easy Wallet notamment. On va proposer en plus de notre volet feed pur et dur une solution de paiement en crypto-monnaie, et on lance en plus notre ICO avec notre token. Donc plein de sujets qui seront passionnants. Ce token-là va porter le cashback d'ailleurs à la place des marques notamment, et on aura toujours notre suite logicielle en fait qui continuera du coup à alimenter notre pipe en fait de commerçants et d'enseignes. La vision étant de pouvoir démocratiser l'usage en fait, t'en parlais tout à l'heure des cryptoactifs notamment, mais pour nous, le cryptoactif ne se limite pas uniquement à faire de la spéculation avec les crypto-monnaies, hein. Au contraire, nous on a une vision qui est très vertueuse, je vous en parlais tout à l'heure, avec des écosystèmes concrets, avec des ancrages locaux qui sont très forts, parce qu'on croit vraiment à cet ancrage local qui est très très important. Et la techno-blockchain nous permet vraiment de sécuriser, d'apporter un maximum de transparence en fait dans tous ces écosystèmes concrets. Tout simplement. Voilà, donc une actualité chargée à venir dans les semaines à venir, et un projet très ambitieux qu'on porte maintenant depuis 3 ans. Voilà. Merci Damien. Et je me retourne vers Benoît, vous adressez un segment un peu différent, vous répondez aussi à des enjeux pour des banques. Comment ça marche de manière assez concrète? Quels sont les cas d'usage, votre proposition de valeur? Alors, je vais parler d'un cas d'usage sur lequel on est positionné, notamment sur le cashback. Le cashback, c'est en réalité c'est un programme de feed pour les porteurs de cartes de la banque ou les clients de la banque, qui est financé pour partie totalement par les marchands. C'est dans un écosystème c'est un nouvel écosystème auquel on invite la banque à transformer son programme de fidélité, puisqu'auparavant, enfin, le ratio, c'est pas compliqué. Les rares programmes de fidélité qui restaient sur le marché coûtaient une fortune, donc il y a une problématique de ROI hein, dans la fidélité, c'est combien je mets sur la table pour pouvoir améliorer mon taux d'attrition, favoriser l'engagement, faire en sorte pour une banque que je sois en relation principale, et Dieu sait si c'est un challenge important aujourd'hui avec la multiplication des offres sur le marché. Et donc le cashback permet à la banque de capter de la valeur à travers l'exploitation de la donnée au profit des marchands, et de pouvoir générer la générosité à travers tout simplement des réductions aux achats chez les marchands partenaires. Tout ça a un coût je dirais, très maîtrisé, voire, attention, il y a des fourchettes à respecter, voire générer du PNB. Mais j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de la manière dont tout ça est exécuté. Parce que si stratégiquement, la notion de dire on va monter un programme de feed pour une banque
basé sur le fait que au lieu d'acheter des rewards, et ça me coûte en Chine de produire des t-shirts et des porte-clés comme ça l'a été à une époque dans les grandes programmes de feed, de dire finalement on va pousser des offres des commerçants qui veulent avoir de la visibilité et puis en plus bénéficier d'un système de marketing à la performance. Il y a quand même toute la problématique d'avoir un équilibre entre ce qu'on propose aux clients de la banque et ce qu'on propose aux commerçants qui, lui, ne payent pas sans savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, donc la fidélité, si on revient sur le cashback, et je pense que Hugues pourra en parler aussi pour Max, mais c'est pas une schizophrénie, mais en permanence, mais il y a comment on crée de la valeur auprès des porteurs de cartes, mais à un moment donné, il faut aussi proposer une audience ciblée avec des KPIs pour les marchands, sinon il n'y a pas de valeur créée. C'est ça la difficulté, c'est de trouver ce point d'équilibre pour développer un programme de fidélité. Tout ça n'est pas très nouveau, hein. Il se trouve que j'ai fait partie d'une grosse société auparavant qui s'appelait American Express, qui a créé Membership Rewards avec des points qui s'est greffé sur des gros programmes de airlines comme Flying Blue. C'est du cagnotage, parfois ça peut être perçu comme de la faible valeur à chaque transaction, mais la réalité c'est que ça fonctionne. On en reparlera peut-être un peu plus tard sur les performances. Et ça, aujourd'hui, à travers l'international, même si en France on est un peu en retard sur ces sujets-là, la stratégie elle est claire. L'exécution reste un vaste champ exploratoire où on apprend tous en marchant avec nos différents assets d'audience, d'outils à proposer, etc. Merci Benoît, et je me retourne cette fois-ci vers Omax avec la fameuse carte. Comment finalement votre proposition, même chose, même question, hein, quels sont vos apports sur la fidélité? Je crois que vous avez un système peut-être de cashback aussi, mais comment tout ça se met en musique? Alors, ce qu'on observe, hein, c'est que nous, on a différents types de cashback. On a du online et du offline. On a les deux. Ça s'inscrit dans un cadre plus global d'offres et c'est un moyen de répondre à la mission qu'on s'est donnée, qui est de simplifier le quotidien de nos clients et de leur apporter du pouvoir d'achat. Donc c'est un des aspects. On en a d'autres. On a de l'agrégation de cartes bancaires, on a de l'agrégation de comptes, on a tous ces services-là, de la conciergerie. Et donc le cashback vient trouver sa place dans cet édifice-là de la relation client au global. Après, je distingue quand même vraiment le parcours et l'usage qui en est fait, parce qu'on ne voit pas du tout les mêmes comportements entre du online et du offline. Par online, j'entends des URL traquées avec des cookies dans un navigateur, etc. Et c'est pas extraordinaire en termes de parcours et l'engagement n'est pas forcément là, versus du offline où le client, le porteur de carte, il a payé et à la limite, il s'en fiche de la mécanique qu'il y a derrière, mais on lui annonce une bonne nouvelle, on lui pousse une notification en lui disant au fait, sur tant de dépenses dans telle enseigne, tu as récupéré 1, 2, 3 euros en fonction du montant. Et ça va incrémenter une cagnotte et ça va entretenir la relation. Et donc là, on va favoriser de la récurrence d'usage parce que le client, il a tout simplement rien à faire. Aller chercher une enseigne dans l'application, on en a qui le font, c'est quand même pas la majorité parce que c'est pas simple, c'est compliqué. Et je pense que, sans faire le lien facile avec la conférence précédente, la friction qu'on peut avoir dans la relation client dans ce type de programme va plus ou moins augurer du succès du service. Je pense que tu confirmeras sur le offline versus le online, c'est pas évident. Donc on a un engagement qui est bon sur le offline et une appétence des clients sur des discours assez simples qui leur plaisent et où en fait on répond à une promesse de valeur qui est simple et dans laquelle ils se retrouvent. Donc nous on voit plutôt un bon engagement par rapport à ça, mais où en fait la seule action consciente du client c'était de donner son consentement au début et après il vit sa vie de client, il agrège ses comptes, il paye et il a une bonne surprise. Donc c'est un côté transparent qui plaît, qui est moins engagé, moins technophile que de mettre de la blockchain derrière, mais en tout cas dans l'usage quotidien des clients, c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien. Juste
confirmer, tu as raison, mais je pense que une des différences avec d'autres propositions, c'est que nous, on joue sur on fait pas de rupture de comportement, on ne demande pas de changement de comportement. C'est la force du cashback via la carte bancaire, c'est qu'à un moment donné, j'ai juste à utiliser ma carte bancaire. Or, l'ennemi des programmes de feed, c'est l'adoption, surtout sur les nouveaux comportements. Je ne dis pas que c'est voué à l'échec, mais nous, on se positionne sur des habitudes de comportement existants, de paiement. Après, il y a d'autres enjeux que j'ai évoqués, mais pas forcément le sujet. C'est celui, à un moment donné, s'il fait du cashback sans le savoir, on appelle ça de l'effet d'aubaine. Et il y a quand même tout un accompagnement à avoir vis-à-vis du marchand pour faire en sorte qu'il continue à utiliser le programme. Exactement, mais ce qui est vrai pour vous, et pas forcément vrai pour moi, dans la mesure où moi c'est un service additionnel qui vise à étoffer mon offre et à engager de la récurrence et du comportement d'usage. Parce qu'à un moment, je connais bien les sujets de paiement, la carte, le support plastique physique ou dématérialisé dans le téléphone ou dans un device, c'est quand même la seule marque que l'établissement bancaire a sur le client en permanence. Donc nous, qui l'utilisent, ça a un bénéfice induit. Et enfin, je me retourne vers Reda. Finalement, Club, comment s'inscrit Club dans ces enjeux de fidélité ? Alors, avant de rentrer sur les sujets de fidélité, en fait, nous, on est parti d'un constat qui était simple, c'était que l'écosystème des conseillers en gestion de patrimoine, les banques privées, ne répondent pas, en tout cas ne répondent plus aux attentes de ce qu'on appelle les Henrys, High Earners Not Rich Yet. C'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont la capacité à économiser et à investir. Et aux nouveaux High Net Worth Individuals. Donc un entrepreneur qui vend sa boîte aujourd'hui se fait approcher par des banques privées qui leur proposent des produits qui ne leur ressemblent plus. Donc aujourd'hui, ça a été mon cas. Et je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'est d'arriver à créer un produit qui allait donner plus de contrôle à ces typologies de clients et surtout les aligner sur un intérêt commun qui est le succès sur les placements et les investissements qui sont faits. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a identifié le fait qu'aujourd'hui les high net worth et les Henrys cherchent des opportunités d'investissement avec de la transparence, et ben en fait c'est là où la blockchain et la crypto-monnaie rentrent en jeu, ce qui fait qu'on arrive via un asset à créer un alignement des intérêts des membres. Aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple qui est très concret, chez Club, on a 4 tiers de services, Premium, Titanium, Black et Black Elite. Et donc, le tiers dépend du nombre de keys, donc cette crypto-monnaie qu'on a lancée, que le membre détient. Donc, et quel est l'intérêt de détenir ces keys, donc, qui est un crypto-asset, c'est de bénéficier de services additionnels, mais aussi d'avoir des réductions sur des commissions qu'on prend sur les rendements. Donc aujourd'hui, on a un alignement des intérêts sur les investissements que font les membres. Et donc derrière, si la personne est membre Black, donc détient 150 000 keys, eh bien on lui rembourse jusqu'à 75% de la commission qu'on prend. Donc ici, on aligne tout le monde sur un asset. Tout le monde a un intérêt à le détenir parce qu'on bénéficie et d'avantages financiers, mais aussi de services additionnels. On a aussi une conciergerie et des rewards sur des marques. Nous, on a plutôt tendance à essayer de se dire on va créer de l'engagement avec ces marques pour qu'il y ait une claire attribution de l'intérêt du membre auprès de la marque et non pas quelque chose qui soit sous-jacent à son utilisation classique. Et voilà, donc aujourd'hui, nous, notre crypto-monnaie est liquide. On a fait une private sale, donc on n'a pas fait d'ICO, on a fait une private sale où on a levé 10 millions de dollars et on a listé notre asset en mai de cette année. Et en fait, on voit effectivement que l'alignement des intérêts et la transparence au niveau de ce qui se passe dans un écosystème, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'engagement et qui crée beaucoup de valeur intrinsèque à cet engagement. Aujourd'hui, on voit les acteurs, enfin nos membres qui sont du niveau Black ou Black Elite, qui eux-mêmes apportent des choses dans le club auxquelles on ne s'attendait absolument pas.
Merci Reda. Alors, je pense qu'on a très bien, maintenant on a une bonne vue sur les apports de chacune des solutions qui sont différentes, différenciantes. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Chaque solution se base plus ou moins sur des technologies différentes. Donc on a parlé de blockchain, on a parlé d'analyse comportementale, d'analyse des données de paiement pour ces DLK. Mais finalement, quels sont les apports de cette technologie sur vos propositions de valeur? Et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres éléments sur lesquels agir, en plus des technologies, parce qu'elles ne font pas tout, qui finalement contribuent à cette fidélité? Je sais pas qui... Alors si je peux répondre rapidement, en fait, je pense qu'au-delà de la technologie, c'est plutôt la philosophie dans laquelle cette technologie est implémentée. Et je rejoins ce que disait Damien tout à l'heure par rapport aux initiatives locales où on peut créer des monnaies locales qui vont pousser un comportement. Mais en fait, c'est exactement la même chose chez nous aujourd'hui. Quand on a créé ce crypto-asset avec une façon très abstraite de dépicter cette valeur sous-jacente à l'utilisation de Club et à être engagé à Club, et bien en fait, ça pousse très naturellement et de façon inconsciente un comportement engagé dans l'écosystème. Et je pense que aujourd'hui, la façon dont les crypto-assets sont conçus, en fait, on peut coder dedans des fonctionnalités qui permettent d'encourager intrinsèquement l'utilisation. Par exemple, il pourrait dire demain je lance un crypto-asset qui va donner 5% de rewards sur tous les achats dans des boulangeries. Et donc en fait derrière ça va entraîner toutes les boulangeries qui vont accepter ce réseau de paiement donc ça va pousser les gens à détenir cet asset et donc aller le consommer et donc entraîner un comportement qui va être totalement naturel et engagé. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le mot qu'on utilise, et on adore l'utiliser, c'est vertueux, parce que ce qu'on fait, c'est très vertueux, et ça permet d'apporter à des écosystèmes, tu le disais justement, et de l'engagement et une forte valeur ajoutée. Moi, j'aimerais compléter sur la partie usage techno, que la blockchain en soi, il faut arrêter de la catégoriser, de la mettre et de la voir en tout cas autour du prisme Bitcoin qu'on connaît tous. Parce qu'aujourd'hui, la techno-blockchain en tant que telle, c'est des usages aussi bien sur le loyalty, mais sur la supply chain. Et il y a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui qui ont émergé et qui montrent la valeur ajoutée de cette technologie-là. Tu parlais tout à l'heure des cryptos notamment. Nous, on a vocation à parler plutôt d'assets, puisqu'un point de fidélité reste un asset numérique qui a une valeur intrinsèque et qu'on veut booster pour développer l'engagement dans notre écosystème. Donc, pour nous, la blockchain reste un moyen de faire, c'est pas une raison d'être. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et je compléterai, parce que tout à l'heure, en préambule, tu as parlé de tout ce qu'on peut faire avec notamment votre token, le club, pardon, le key, pardon, autant pour moi. Aujourd'hui, grâce à cette techno, en fait, on ouvre un nouveau monde. Et c'est assez incroyable, et tu en parlais tout à l'heure Benoît, tu disais qu'en fait on apprend en avançant, et nous plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait il y a un monde mais qui est absolument incroyable qui est en train de se construire. Tu parlais de la DeFi notamment avec la finance décentralisée, mais il y a des cas d'usage qui sont vraiment incroyables pour les marques, notamment pour les villes, enfin pour rester dans notre cas d'usage à nous en tous les cas, pour les marques, pour les villes, les retailers, qui permettent de toucher une nouvelle cible et qui permettent de générer un nouvel engagement client en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, de tout ce qu'on construit aujourd'hui autour de la techno-blockchain, parce que ça a beaucoup de sens. Voilà. C'est là où on voit qu'on est... C'est notre côté technophile. Ouais. Sur la question techno, j'aurais dû inviter mon CTO parce qu'il en parlera mieux que moi, mais j'ai envie de dire en termes de business, on voit qu'on ne boxe pas sur les mêmes rings, parce que on va dire que la solution qu'on a développée, la fameuse Payment Data Management Platform, qui permet de rendre exploitable de manière vertueuse, il faut le rajouter, c'est politiquement correct, pour les banques et sur créer de la valeur nouvelle pour ses clients. Nous, essentiellement, c'est du big data. Alors, ça fait un peu ringard quand j'entends parler des crypto-monnaies, Bitcoin et compagnie, mais la réalité, c'est que ça fait des décennies que le big data existe, et le buzz, il est plutôt sur, je dis pas ça péjorativement,
sur Bitcoin, sur le machine learning. Là, il y a d'autres cas d'usage très, très innovants. On est vraiment sur les early adopters. Nous, notre vocation a été de déployer une solution techno qui fonctionne aujourd'hui et pour un plus large public. Donc on n'est pas sur les early adopters, on est sur le consommateur lambda qui doit comprendre en 2 secondes comment ça fonctionne. Et je dirais que là où la technologie nous a permis d'émerger, c'est que ce qui n'était pas possible il y a encore 10-15 ans, parce qu'il fallait passer une nuit pour avoir des calculs, aujourd'hui le big data permet d'avoir une instantanéité au niveau des interfaces pour faire tourner un programme, notamment de cashback, mais pas que. Notamment on produit beaucoup de rapports marketing en croisant énormément de données, etc. Là, la grosse révolution industrielle, j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, le big data, avec la technologie qu'il y a derrière en termes de data center, etc., nous permet de faire des choses que, a priori, dans les années 2000 jusqu'à 2010, étaient compliquées, lourdes et peu user-friendly, j'ai envie de dire. Après, on peut rajouter tout ce qui est développement, coding, machine learning, mais il faut être honnête, hein, l'intelligence artificielle, on peut tous en parler comme ça et faire des numéros de claquettes. La réalité, c'est qu'on code et puis on fait des algorithmes, des regex, et puis de temps en temps, si on peut toucher un peu à machine learning, mais tout ça, il reste encore beaucoup de supervision. Et j'entends des discours à droite et à gauche qui s'ils travaillent dans 10-20 ans, très bien. Aujourd'hui, nous, on déploie des plateformes opérationnelles où il y a des codeurs et puis il y a aussi des équipes qui accompagnent des problématiques, des requêtes, des réponses ad hoc qui nécessitent de l'humain. Donc on est dans ce dispositif-là. Mais juste pour finaliser, la révolution du big data au niveau industriel, c'est en ce moment, hein, si on prend le life cycle de Gartner, on est dans l'industrialisation. On n'est pas dans le enlightenment. Ouais, juste pour compléter ce que vient de dire Benoît, je partage, j'ai l'impression de faire partie des dinosaures technologiques de la salle, et pourtant on n'est plutôt pas trop mauvais chez Arkea. Alors, nous, on a été créé avec le postulat qu'on pouvait concilier le meilleur de 2 mondes, le digital et l'humain, puisque le paysage bancaire est quand même assez humain, globalement, hein, si on regarde la population et la ventilation, et on a des choses à apporter sur la partie digitale. Quand on croise tout ça, ce que ça veut dire d'un point de vue de parcours pour les clients, ce pourquoi ils viennent nous voir et se connectent sur l'application, c'est 2 niveaux d'interaction. Un premier niveau qui va être assuré par un chatbot qui est apprenant, donc il y a le dire Benoît, soit rassuré, et qui va apporter un premier niveau de réponse contextuelle au client, qui ne fait pas encore de transactionnel, mais ça va venir. Et derrière, on a des humains qui apportent des solutions parce que aujourd'hui, aussi bonne la technologie soit-elle, il y a des choses qu'on ne sait pas faire avec une machine. Un exemple, on a des partenariats au sein de différentes filiales du groupe et on peut faire de l'investissement immobilier au travers de l'application avec des gens avec qui on va vendre des départs de SCI, de SCPI, etc. Vous vous doutez bien qu'à un moment, faire tout ça par chat dans une application, c'est compliqué et que s'il n'y a pas un humain qui maîtrise extrêmement bien et la fiscalité et les programmes patrimoniaux et qui est capable d'avoir une connaissance par l'échange de son client. Je ne parle pas d'un KYC normé avec la notion de CSP, de revenus, etc. Je parle de savoir quels sont les enjeux de la personne, de transmission, de constitution d'épargne, etc. Et là, on arrive à concilier les deux. Et ce n'était pas évident quand la société a été créée il y a 4 ans de se dire qu'un jour, on vendrait des programmes immobiliers dans l'application et qu'on aurait des clients qui signeraient. Et ça crée de la fidélité, ça crée de l'engagement et surtout, j'espère, ça crée de la recommandation. Parce qu'a priori, je peux imaginer que ce sont des clients qui sont contents quand ils sont lancés dans des investissements à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Donc ce couplage aujourd'hui des deux, techno, mais qui rend un usage basique au début, puis humain, trouve sa place dans la fidélité et permet de créer de la valeur, en tout cas telle qu'elle est perçue par le client, et de l'engagement du coup. Très bien. Merci Hugues. Et enfin, pour finir,
ce que j'aimerais vous questionner sur finalement quels sont les impacts concrets, peut-être des éléments chiffrés de vos solutions sur le nombre de clients, est-ce qu'ils restent finalement, quel est le taux de fidélité sur vos plateformes, tout simplement. Ouais, nous, on a constaté, alors on s'est lancé, était live début d'année, pardon. On a constaté une hausse de la LTV, du coup, lifetime value de nos clients de à peu près 30%. Donc ça, c'est un fait. On a là aujourd'hui, avec les nouveaux produits, enfin le nouveau produit qu'on est en train de lancer, dont je vous parlais tout à l'heure avec le paiement notamment, on a fédéré là en une dizaine de jours 1500 nouveaux points de vente pour de l'acceptation de paiement crypto. Donc il se passe vraiment quelque chose autour de ça. Et on a de nombreuses marques qui sont en train de nous rejoindre, aussi bien sur les sujets, créer un programme de fidélité sur la blockchain notamment. En tous les cas, comment on peut le faire et qu'est-ce que ça peut apporter. Donc là, on a des gros corpos qui sont en train de se positionner sur ce sujet-là, avec en plus le paiement crypto, parce que ça a du sens. Juste pour donner quelques chiffres, l'année dernière, on était à 5 millions de porteurs crypto en France. Là, cette année, on va être à 8 ou 9 millions de mémoire sur les derniers chiffres. Donc, il se passe vraiment quelque chose dans cet écosystème-là. La vocation qu'on a, et ça, j'insiste et je diverge un peu, mais c'est vraiment de rendre cet aspect un peu crypto dont on parlait grand public, parce que aujourd'hui, voilà, il faut sortir de ce qu'on voit et de cette spéculation qu'on connaît, puisque pour beaucoup, si je vous parle de crypto, tout le monde va me dire spéculation, fraude, arnaque. Voilà, t'en as d'autres peut-être? 24 mots. Ah voilà. Ouais. Blanchiment. Blanchiment, voilà. Donc non, c'est pas que ça, et ça j'insiste sur ça. Il y a des choses hyper vertueuses, et ce sera le mot peut-être conducteur du coup de la table ronde. Mais il y a des choses très très vertueuses qui sont en train d'arriver. Et voilà, nous on est en plein boom sur tous ces sujets-là. Et pour ajouter, si quelqu'un utilise des cryptos pour faire du blanchiment, c'est vraiment un abruti. Et c'est compliqué parce que en plus on parlait du KYC juste parce qu'il y a la avant. traçabilité end-to-end. Exactement, ouais. Aujourd'hui, s'il veut sortir, il y a des acteurs comme Chainalysis qui identifient toutes les transactions et qui peuvent relier avec un degré de confidence. Mais c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il y a un sujet intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde voit les cryptos comme quelque chose de très compliqué. Et c'est compliqué, hein, on va pas se voiler la face. C'est très compliqué aujourd'hui quand on veut rentrer dedans. Mais depuis 3-4 mois, en parlant de moi, on est dans un écosystème qui évolue à une vitesse incroyable. Il y a un an, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais depuis 3-4 mois, on voit de plus en plus d'acteurs qui sont en train de devenir un peu les tiers de confiance dans cet écosystème crypto, donc qui sont régulés, donc on va tous chercher des licences pour pouvoir faire ça, et qui vont faire disparaître cette complexité technique. Quel côté blockchain, il faut connaître ces 24 mots, il faut signer une transaction, il faut mettre en place un certain nombre de fees pour que ta transaction elle passe, etc., etc. Et donc ça, en fait, c'est un élément de fidélité énorme, parce qu'on crée cette confiance-là, qui permet aux gens d'être exposés à ce monde nouveau qui crée un modèle vertueux, sans avoir à se soucier de est-ce que j'ai pas oublié mes 24 mots, est-ce que je vais pas me retrouver un jour avec 100 millions de dollars qui sont en fait inaccessibles parce que j'ai oublié de sauvegarder ou mal écrit un mot. Et ça, effectivement, je pense que c'est tout l'enjeu de notre écosystème aujourd'hui, c'est d'être ces acteurs qui vont permettre de simplifier ce qu'on appelle le on-ramp, du monde fiat au monde crypto, en toute simplicité. Et je rajoute, c'est pas opposé de monde, parce que on nous le dit souvent, c'est pas opposé de monde. Pour nous, c'est pas deux mondes parallèles, c'est plutôt deux mondes qui sont aujourd'hui complémentaires et qui doivent travailler ensemble, parce qu'il y a des choses de dingue qu'on peut faire aujourd'hui, aussi bien sur du fiat que sur de la crypto, mais on a déjà un petit peu parlé. Mais ce qui rend cette chose possible, c'est la transparence. En fait, à partir du moment où il n'y a personne pour vous dire hop, voilà, il se passe ça et voilà ce que tu as, il n'y a rien à voir, en fait, on unlock de la valeur qui n'était même pas soupçonnée par le client. Et aujourd'hui, avec la transparence, la blockchain et les crypto-assets, en fait, il n'y a personne pour vous dire hop, regarde pas, hein. La blockchain, c'est public, on regarde et on voit ce qui se passe. Et donc, on peut savoir s'il y a 4 intermédiaires qui prennent 40% de commission chacun sur la valeur. Et donc, derrière, en fait, ce que je dis, c'est que ça unlock la confiance, la transparence et donc plus de valeur pour le client. Juste une remarque.
la confiance, c'est le sous-jacent de la monnaie. Hein. C'est un billet de banque, c'est un mythe. Hein. C'est la confiance qu'on met dedans. Alors, je vais peut-être passer pour un vieux schnock bancaire, mais je pense que le jour où la majorité des gens accepteront de se voir verser leur salaire en crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, je pense qu'on aura franchi un cap, mais je pense que psychologiquement, on n'y est pas encore. Mais il y a quand même un mouvement en marche, et ça, on ne peut pas se l'enlever. Je pense notamment au Salvador. Bon, là, on diverge beaucoup, mais il y a des choses qui sont en train de se passer de façon assez impressionnante dans des pays qui sont peu bancarisés ou pas du tout. Quand on voit les résultats au Salvador, hein. Salvador, donc, pour info, a accepté le Bitcoin comme monnaie nationale. Alors peut-être qu'il aurait pu faire un meilleur choix et pas forcément prendre le Bitcoin, encore une fois, j'en parlais, mais on peut en débattre, peu importe, mais avant Bitcoin, c'était 1,3 million de personnes bancarisées au Salvador. Depuis Bitcoin, c'est-à-dire en 4 semaines, c'est 2,7 millions de personnes bancarisées. Donc quand on sait ça, je pense qu'on se rend compte du potentiel de la technologie et de ce qu'on peut faire avec les crypto-assets. Oui, ça me fait penser, il y a quelques années, hein, on a vécu un peu le même phénomène sur le mobile paiement. Il y a 20 ans, 25 ans, on nous le prédisait pour demain matin. Je me souviens avec diverses technologies. Oui, je me souviens de réunions avec Orange, à l'époque c'était France Télécom même. Et donc c'était la révolution en marche demain matin. Bon. Il s'est trouvé qu'on pouvait prendre comme exemple ce qui s'est passé en Afrique ou en Inde, des pays sous-bancarisés avec des problématiques très spécifiques de micro-paiements, etc. Et, bon, il y a eu effectivement un boom qui s'est confirmé sur ces sujets-là. Ils ont fait des sauts technologiques. Hein. Il y a comme certains pays à l'époque du téléphone, ils ont sauté la case de la cabine téléphonique pour aller directement au mobile. C'est pareil. Là, on est sur des problématiques où il n'y a pas de force opposante. Je pense qu'avant que les États-Unis, l'Europe, etc., basculent sur des pays matures en termes de finances et de monnaie, basculent totalement sur la crypto-monnaie, il peut y avoir un peu de temps. Maintenant, le jour où je pourrais l'expliquer clairement à ma belle-mère, je pense qu'on aura déjà fait un pas majeur. Pour revenir à la question, parce qu'on a un peu diverti sur la question de la mesurabilité, hein, c'est ça bon, alors, moi, juste à titre d'exemple, nous, on opère des programmes pour des grandes banques. Il y en a, le dernier qu'on a lancé, c'était octobre 2019 pour la Société Générale. Ils ont doublé le nombre d'adhérents, plus que doublé le nombre d'adhérents, en ajoutant à un programme qui était historiquement, qui s'appelait Grande Avenue, qui faisait uniquement du online cookie, dont on sait que on va dire que les jours sont... C'est un parcours laborieux. Un parcours laborieux. Et puis hasardeux, surtout quand on est une grande banque, et les grandes banques, là on revient sur la notion de confiance, dans tous les sondages, les banques sortent comme premier tiers de confiance. Donc c'est éminemment irrationnel, mais c'est la réalité du marché. Et donc on a basculé, on a proposé un programme de cashback lié sur la transaction de carte bancaire. Donc plus que doubler le nombre d'adhérents. On va bientôt dépasser le million et on se prépare justement pour scaler le dispositif. Mais ce qui est important, c'est que sur ce qu'on appelle les active users, ceux qui profitent, je dirais, de ces deals de cashback chez les partenaires commerçants, ils arrivent à rembourser leur carte bancaire à l'année. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on dit pas qu'un programme de fidélité va empêcher quelqu'un de quitter sa banque pour une autre si jamais il a un prêt immobilier qui est 2 fois mieux 10 ans. Il ne faut pas rêver. Par contre, la fidélité, c'est une addition à la fois de services humains, et on voit la révolution qui est en place, avec notamment la pandémie, hein, avoir accès à des choses simples à travers du digital, et puis dès que j'ai besoin d'un peu de conseils sur des moments clés de financement, j'ai besoin d'avoir un humain, et puis de la performance en termes de pricing. La réalité, c'est une addition de tout ça, et le programme de feed, il vient rajouter un élément. Donc c'est vraiment, il faut prendre ça comme une sédimentation, il ne faut pas faire reposer tout ça sur un seul pilier. Et après, comment on mesure ça? On peut sortir tous les chiffres de la Terre. La réalité, c'est avoir la relation principale, bien la mesurer, et puis, ou la garder, ou la gagner. Et puis ensuite, on va dire que bien malin sur les derniers 24 mois, celui qui tire des métriques, après la période qu'on a vécue, on peut faire tirer tout et n'importe quoi. L'intérêt, c'est de voir la dynamique du programme, comment ça fonctionne,
et surtout s'il y a une familiarisation sur ce système-là. Alors si je reviens sur les sujets, sujet du cashback, hein, qui est un des cas d'usage qui monte fort, là on sent qu'on était en retard, nous, en France, sur le reste des pays anglo-saxons, pour des tas de raisons, il sera un peu long d'expliquer, mais qu'aujourd'hui ça rentre de plus en plus de familiarité. Et ça ne concerne plus que ce qu'on appelle les reward seekers, les chasseurs de bons plans, parce que d'ailleurs, c'est ce que nous on explique à nos clients bancaires, c'est que si jamais on crée un programme de cashback uniquement pour aller chercher leurs clients reward seekers, c'est peine perdue, parce que ces gars-là sont branchés sur tous les systèmes de la Terre pour avoir les meilleurs deals. Et ils ne sont pas très fidèles. Et exactement. Et la volatilité est extrême sur ces segments-là. On est vraiment, justement, là je reviens à la ménagère de moins de 50 ans, où je dirais le consommateur lambda, c'est de faire en sorte qu'il comprenne facilement. Et là on revient sur le fait que pas de changement de comportement, utilisez votre carte. Certes, elle va être dématérialisée avec le NFC, mais ça ne change rien, c'est le système carte. Et puis on s'adapte aussi, si demain ça sera des virements séparés, on ne sait jamais, on s'adaptera au système de traçabilité de la transaction bancaire, qui fait foi, hein, et qui n'est pas ambigu à partir du moment où on est capable de reconnaître le marchand correctement. C'est un autre sujet technique. Merci Benoît, on n'est pas très loin de la fin, peut-être rapidement côté Omax, des éléments de mesure, des chiffres. Alors nous sur la partie cashback, je ne vais pas avoir beaucoup de chiffres puisque c'est une offre qu'on a lancée il y a maintenant 9 mois. Donc du coup on a des problématiques d'opt-in pour aller chercher le consentement pour les clients historiques. Donc c'est toujours plus laborieux que pour les nouveaux clients. Mais ça c'est un peu les problèmes perpétuels de rajouter des nouveaux services. Il faut réussir à convaincre de la pertinence là où les clients ne sont pas forcément toujours très enclin à aller cliquer parce que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, alors qu'à la souscription c'est plus simple. Donc j'ai pas de métrique et je rejoins ce que disait Benoît sur le fait que le temps est quand même on est sur des temps qui prennent où on parle en années plutôt qu'en mois, donc je pense pas que ce soit pertinent. Par contre, ce qu'on voit et ce qu'on va aller chercher, c'est de la satisfaction immédiate à chaud sur les conversations dans les chats, pour savoir si ça s'est bien passé, si le client il est content et il est satisfait. Les notations sur les stores, alors après il y a des comportements très différents en fonction de l'App Store ou du Play Store, mais néanmoins c'est un instrument de mesure de la satisfaction et donc pour nous on considère que si un client est satisfait, il a plus de chances d'être fidèle. Et après sur la prescription qui peut être faite des services. Donc c'est des métriques qui ont l'air assez basiques, mais le postulat c'est qu'un client content il a plus de chances d'être fidèle et d'être prescripteur. Merci à tous pour cette table ronde. Nous espérons que l'audience, vous y avez trouvé de l'intérêt, que vous avez appris des choses. En tout cas, nous avons été ravis de présenter cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.